cette initiative, cet espace, au-delà même d'être un think tank, un espace de pensée, est une contribution essentielle, un outil, une infrastructure essentielle pour apporter sa contribution, ses doigts, finalement, et même sa main, pour boucher les trous de la jarre de la gouvernance du continent africain. La réalité, et je pense que les panels, les discussions qui vont s'en suivre le relèveront, les défis que notre continent affronte, les défis que notre continent affrontera dans les 15, 20, 30, 50 prochaines années demandent des réponses absolument disruptives, des réponses innovantes, des réponses créatives. Et le nexus gouvernance, recherche, la capacité à bien décider, la capacité à délivrer le changement à l'échelle qu'il faut pour faire face aux défis démographiques, aux défis économiques, aux défis industriels de notre continent, demande une infrastructure telle que Itumo, un espace de production de connaissances, un espace de production d'intelligence, un espace de production surtout de données, de matières, de pensée, de paradigme finalement, pour alimenter, pour insuffler donc ces idées, ces solutions-là, donc au modèle de gouvernance que le continent africain doit porter. C'est le travail que nous on fait avec l'Africa Political Outlook, et c'est à ce travail, je pense, essentiel, fondamental que Itumo apporte sa pierre pour le Bénin, bien évidemment, pour l'Afrique de l'Ouest, mais également pour le continent africain. Chez le décideur, il y a une contrainte de temps qui est imposée par la durée du mandat, surtout si ce mandat est politique. Dans l'autre sens, les chercheurs reprochent aux décideurs leur tendance à ignorer les apports de la recherche à leurs décisions et à privilégier des solutions toutes faites en évitant les nuances et en préférant les affirmations hâtives. Ces perceptions expliquent l'absence de structure permanente de consultation entre universitaires, intellectuels et décideurs. De plus, dans le contexte africain, lorsque ces structures existent, elles se révèlent parfois inefficaces pour plusieurs raisons. Le manque de motivation des deux parties, le manque de moyens, le manque d'initiative. Il existe donc une difficulté du dialogue entre chercheurs et décideurs qui repose aussi sur des raisons structurelles que j'évoquais tantôt. Les chercheurs privilégient parfois leur carrière, les publications et la recherche évaluée par les pairs, tandis que les décideurs sont préoccupés par des solutions immédiates à court terme pour faire face aux défis de leur communauté. Cette institution, cet espace est pour base et la ville de Porto Novo. Donc Porto Novo se trouve honoré par la mise en place de cet espace, et je pense que les premiers bénéficiaires, ce seront les natifs de Porto Novo. Il y a eu de nouveaux chercheurs que j'ai reconnus tout de suite, qui ont été même de mes anciens élèves. Je veux parler par exemple de Arafat Salami et autres. Moi, je suis très heureux que cet espace soit sur notre territoire. Ça permet en même temps à ce qu'on intéresse et les compatriotes, les concitoyens à prendre part à cet espace et mieux performer. Et Porto Novo en bénéficiera absolument. C'est pour vous dire que c'est toujours un plaisir pour voir ce centre être implanté à Porto Novo. Itumo, c'est d'abord une très belle initiative. Je suis de ceux ou celles qui pensent que
l'Afrique doit effectivement se rapproprier son passé, ses racines, son histoire, sa culture. C'est une condition pour aller de l'avant. Elle ne peut pas être uniquement la proie de choses qui viennent de l'extérieur, de pensées qui viennent de l'extérieur, alors qu'elle a une histoire, une richesse, une culture extrêmement profonde. Et Itu, c'était ça. C'était une magnifique cérémonie, à la fois extrêmement sympa, conviviale et un grand moment de réflexion collective. Donc moi je m'appelle Mamissé Anadiv, je suis du Tchad. J'étais d'abord heureux d'être à cette cérémonie pour deux raisons principalement. D'abord, je suis de ceux qui ont toujours œuvré pour l'unité, l'intégration de l'Union africaine, de l'Afrique en général. J'ai œuvré pour cela dans toutes les responsabilités que j'ai eues à effectuer. Et donc, j'estime que l'initiative de Mujib d'avoir écrit ou d'avoir plutôt institué l'Institut Utimo, pour moi, vient combler un vide qui consiste à appuyer les initiatives auprès de nos chefs d'État pour leur permettre de croire en l'Afrique, de faire en sorte que l'unité ne soit pas seulement formelle, mais qu'elle soit effective. Et pour ce faire, on a besoin d'un certain nombre d'outils, de réflexions, de savoir quelle est notre histoire, d'où nous venons, comment nous projetons l'avenir, quelle sera la place de l'Afrique, au lieu qu'on soit toujours consommateur des idées des autres. Il est temps que nous-mêmes, nous soyons des créateurs, que nous disons ce que nous voulons pour l'Afrique. Et cet institut, pour moi, de par le programme, la vision que j'ai vue, vient en tout cas à point nommé pour nous aider, nous en tant qu'Africains, dans la réflexion pour la stabilité, la paix en Afrique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je suis satisfait parce que je connais Mujib, j'ai eu à travailler avec Mujib, je connais ses convictions, je connais ses principes, qu'on partage d'ailleurs. Et donc pour moi, c'est un plaisir vraiment aujourd'hui de venir témoigner et l'encourager à aller vers cette aventure qui doit servir tout le continent. D'abord que tout le monde, c'est une fierté pour moi personnellement parce que l'initiateur est un jeune frère qui a été un conseiller très spécial, très efficace sur la crise ou sur la question assez difficile du Congo en son temps. Ensuite, parce que c'est quelque chose à... Nous avions pensé à ça. Tous les anciens que vous avez vus là, nous en avons parlé pendant 2 ans et n'avaient pas bougé. Et donc c'est une fierté de voir un cadet porter une initiative comme ça sur les fonds baptismaux et le réussir de belle manière. C'est d'abord ça ma première impression. Ensuite, c'est l'accompagnement que j'ai vu. Je l'ai vu avec des jeunes gens, beaucoup plus jeunes, qui sont déjà en piste pour créer de la connaissance et pour faire en sorte que la connaissance vienne d'abord de l'Afrique et des Africains. C'est la première chose que je voulais vous dire. Au-delà des problèmes classiques qui sont traités par les think tanks, les questions économiques, politiques et sociales, connaissant Mujib, je sais qu'il apportera une valeur ajoutée par rapport à sa sensibilité et surtout quand on est à Porto Novo, quand on est dans ce pays, on ne peut pas ne pas penser à l'histoire de ce continent et de ses peuples et de la traite de l'esclavage et de la colonisation et du tort qui a été fait au peuple d'Afrique. Et donc la dimension historique, culturelle sera à l'ordre du jour de l'institution mise en place par Mujib et ce sera une valeur ajoutée. Aujourd'hui, on a discuté par exemple, les jeunes qui ont fait des présentations sur les thèmes qui sont en train de discuter. Il y avait entre autres la question de la souveraineté textile. Ça fait partie de la souveraineté de l'Afrique, de sa culture, de son identité. Donc c'est important que les think tanks s'intéressent aussi à des questions culturelles et des questions philosophiques africaines. En fait, aller au tréfonds de l'homme africain. I was really impressed. I was very, I felt very proud
for my father, and it was really well organized. I was very happy to see everybody come and have all these wonderful things to say about our country and about our continent and what we want to do to push it forward. So I like to work in media where I edit videos, film them, and things like that. So that's like a really big initiative to take as a young person because a lot of people are on social media right now, so it can really get the word out and it can get people thinking. So that's what I'm doing. Bienvenue dans notre émission L'Afrique s'éveille. Nous sommes au Bénin, à Porto Novo, la capitale administrative du Bénin, à l'Institut Utumo, la case africaine pour la recherche et les perspectives. Penser l'Afrique pour mieux la construire. La vision Utumo pour les générations futures. Nous sommes avec le fondateur et directeur exécutif de l'Institut Utumo, Dr. Mojib Dinagou. Bienvenue. Merci. Dans notre émission. Bonjour. Alors, Dr. Mojib Dinagou, après plus de 3 décennies au sein des Nations Unies, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer l'Institut Utumo? Oui, je dirais pas après tout le temps que j'ai fait en matière de carrière professionnelle aux Nations Unies. L'idée de lancer un centre de recherche et de prospective faisait son chemin depuis une quinzaine d'années. Donc c'est quelque chose qui cheminait avec moi depuis le temps que j'exerçais ma carrière professionnelle à l'intérieur du système des Nations Unies. Donc ce n'est pas après ma carrière, je n'avais plus peut-être anticipé pour aller mettre tout en place l'année dernière au mois de septembre 2025. C'est donc un cheminement qui est assez continu dans le temps et qui est venu à fruition. Alors, pourquoi avoir choisi le nom Utumo et que représente-t-il pour eux? Utumo en langue yoruba signifie le sens des choses, la signification des choses, c'est-à-dire l'explication, la traduction, l'interprétation, clarification. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des évaluations, des analyses, de la compréhension des choses de façon très poussée. Okay. Pouvoir vraiment disséquer tout sujet qui vient dans notre manière de fonctionner et ne pas le faire de façon superficielle. L'idée, c'est vraiment d'aller au fond des choses. C'est pour ça que tout le monde a été choisi comme expression pour représenter nominalement l'Institut. À quel moment cette idée de créer Utumo est-elle? Oui, c'est une question, c'est pas évident de répondre à ça. Encore une fois, c'est un cheminement. Ce qui est certain, c'est que tous les Africains, à un moment de leur existence, se disent bien qu'il y a bien quelque chose à faire. Il y a sans doute quelque chose à faire pour se sortir de la condition dans laquelle on est. On n'est pas nécessairement, lorsqu'on est africain, heureux et satisfait de notre condition. Et donc, je suis persuadé que comme des milliers, voire des millions d'Africains, je peux pas mettre le doigt sur le moment où l'idée est née, mais c'est sans doute une construction chronologique. C'est intéressant. Alors, nous allons vers la mission d'Utumo aujourd'hui. Comment définiriez-vous Utumo en quelques mots à un jeune Africain qui découvre l'institution? Très simple. C'est basé sur, le concept est basé sur la conviction que le progrès de ce continent est une responsabilité africaine. Peut-être pas exclusivement, en tout cas essentiellement africaine. Et pour assumer cette responsabilité, ce que je dirais aux jeunes, c'est qu'il faut comprendre tout le dédale, tous les labyrinthes qui nous ont menés dans la condition où nous sommes actuellement au sein du concert des nations. Et c'est seulement lorsque ça c'est compris qu'on peut affronter les défis que cela recèle. Je crois que très souvent on va à l'abordage de beaucoup de choses qui nous arrivent sans avoir vraiment regardé en arrière, regardé dans le rétroviseur pour pouvoir avoir des éléments de compréhension qui nous permettront de faire face à ce que nous devons vivre. Donc c'est vraiment pour que les jeunes générations actuelles et futures comprennent que en réalité
ils n'ont pas si besoin du monde que ça lorsqu'ils sont africains, et qui sont dépositaires et héritiers de traditions et de manières de voir les choses de la vie qui ont été très puissants. Les royaumes et empires et États africains dans le temps, avant les rencontres à partir du 15e siècle notamment, c'était des empires qui étaient structurés, solides. C'était pas un chaos coutumier, c'était pas de l'improvisation. Et nous avons eu sur ce continent des États, des empires, des royaumes qui ont duré plus longtemps que certains empires, États occidentaux, européens notamment. Et c'est toute cette connaissance pointue, hein, des choses que j'ai la faiblesse de penser que le défaut de savoir ça est une raison du tâtonnement et des balbutiements que nous connaissons, parce qu'encore une fois, nous ne savons pas vraiment, nous n'avons pas fait l'effort au plan institutionnel, hein, puisque évidemment beaucoup d'individus font beaucoup de recherches individuelles sur la question, mais on va faire l'effort de façon institutionnelle de comprendre vraiment qui nous sommes. Donc c'est vraiment quelque chose que je pense que nous voulons contribuer aux initiatives qui sont prises sur le continent et ailleurs pour avoir une meilleure compréhension de ce qu'est l'Afrique. Intéressant. Alors, pourquoi l'Afrique a-t-elle besoin d'institutions, d'instituts indépendants et de réflexion stratégique? L'Afrique a besoin de produire de la connaissance. C'est de plus en plus urgent aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un outil extraordinaire, comme Internet est un outil extraordinaire, mais ce sera un plus, ce sera positif pour nous seulement si l'utilisation que nous en faisons n'est pas uniquement de la consommation. Si nous ne produisons pas de façon constante et poussée et qualitative surtout dans la matière de l'intelligence artificielle, eh bien, nous serons soumis pour toujours à la pensée unique. Et donc, c'est un peu à double tranchant. C'est un outil extraordinaire. Et donc, voilà, pour revenir à votre question directement, il faut produire de la connaissance, et pour que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, les Africains qui font de la recherche, ils verront des points de vue africains en matière de recherche. Aujourd'hui, on n'a pas 5% de points de vue africains en matière de recherche. On a 60 à 75% de production anglo-saxonne, et le reste est papier dans le monde. Et voilà. Et ce n'est même pas offensif de la part des autres. Ils ont produit de la connaissance. Nous n'en produisons pas assez, donc forcément, on est obligé de se gaver de ce qui est produit par d'autres et pour d'autres. Donc, il y a un décalage qui fait qu'il y a des conséquences néfastes. Alors, parlons recherche, prospective et développement. Vous affirmez que la trajectoire de l'Afrique doit être expliquée, assurée et traduite en action. Que signifie concrètement cette vision? Moi, je pense que le destin de l'Afrique, la destination de l'Afrique, si on veut être positif et optimiste, c'est d'opérer le plus grand retour en force de l'histoire de l'humanité. Et le mot-clé ici, c'est retour en force. Ça veut donc dire que c'est revenir à quelque chose que nous étions. Je ne demande pas de revenir aux cases de Banco ou de revenir à l'âge de pierre, mais c'est un état d'esprit. Ça veut dire qu'il faut donc savoir ce que nous. Moi, je pense que les Africains ont plus besoin de comprendre l'Afrique que de connaître le monde. Aujourd'hui, vous et moi et tous ceux qui sont ici, ils savent tant et plus de choses sur l'Occident. Et je suis pas sûr que tout ce qu'on sait sur l'Occident, je suis pas sûr que nous savons 5% de ça sur notre propre continent, sur notre propre pays, sur notre propre communauté, voire dans nos propres langues. Donc, c'est un déficit historique que nous devons remonter. C'est possible. Et pourquoi nous avons besoin de ce type d'institut? Quelqu'un a dit récemment que il faudrait 1000 think tanks en Afrique. Nous sommes rendus compte. Ça veut donc dire que personne n'est redondant. Il en faut encore plus, sans doute. L'essentiel, c'est d'apporter de la qualité. L'essentiel, c'est d'aller au fond des choses. Le choix du titre, de nom, tout le monde n'est vraiment pas par hasard. C'est-à-dire, on veut pouvoir expliquer en profondeur. Et non pas juste surfer sur des concepts qui finalement n'apportent pas grand-chose aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent ou qui nous lisent. Ok, intéressant. Quels sont aujourd'hui les principaux défis que l'Afrique doit impérativement relever? Alors,
il y a plusieurs façons de répondre à ça. Et les principaux défis, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Moi, je crois que j'aurais préféré une question plus facile pour moi. Ok. Quel est le principal défi? Ok. C'est l'éducation. Super. Parce que de l'éducation découle toute autre chose. Exactement. Je suis sûr que vous ou moi, entendons depuis que nous sommes nés, il faut changer de mentalité. On n'a jamais pu définir ce qu'on met dans ce changement de mentalité-là. Ben, c'est l'école. C'est l'école qui doit pouvoir faire du jeune africain, du futur adulte africain, quelqu'un qui soit fier de ce qu'il est en tant qu'Africain. Or, moi, je prétends que l'école nous forme à devenir des Blancs, des Européens, des Occidentaux. Dès qu'on rentre à l'école, on est complètement dépouillé de ce que nous sommes pour appartenir à un univers qui n'est pas le nôtre. Et notre objectif dans la vie, c'est absolument de pouvoir appartenir à cet univers-là. Donc, c'est l'éducation qui sera tout. L'éducation nous permettra de faire de notre démographie une bénédiction et non un malheur. Parce que nous serons 4 milliards d'Africains dans le monde en 2100. Si la question de la qualité de l'éducation, de la substance de l'éducation et de l'adéquation de l'éducation, si cette question n'est pas réglée, nous serons une masse morte au milieu du monde, nous serons utilisés par d'autres, un marché pour extraire la matière première et un marché pour vendre des produits manufacturés. Comme ça se fait depuis 500 ans. Donc, il faudra bien que cette chose change. Le seul élément qui peut faire changer ça, quoi qu'on dise, c'est encore l'éducation. Selon vous, vous pensez que certaines parties de l'Afrique ont commencé à... Moi, j'ai l'impression, moi, j'ai Selon vous, parce que voyagé. vous avez beaucoup... J'ai voyagé dans tout, je sais pas, il y a peut-être 2 ou 3 pays africains où je suis pas là. Et j'ai fait presque 30 ans de carrière aux Nations Unies, donc c'est la raison pour ça. Je pense que les pays anglo-saxons, les pays anglophones d'Afrique ont fait cet effort-là, sont en train de faire cet effort-là. Chez nous, en milieu francophone, je crois qu'on est encore loin. Il y a anglo-saxons, anglophones. Oui. Ben, même quand vous allez en Afrique du Sud, la manière dont l'histoire et la géographie sont apprises, c'est un peu différent. Tout le bassin au niveau de l'Afrique du Sud, même l'usage des noms, c'est quelque chose de beaucoup plus présent que l'usage des noms africains, ce qui n'est pas le cas en milieu francophone. Cela dit, des initiatives individuelles de la peuple. Il y en a énormément partout sur le continent. Il y a une véritable prise de conscience. Ça, c'est pas la peine de revenir dessus. Le problème, c'est l'efficacité de ce qu'on fait et l'institutionnalisation de ce qu'on fait. Ça, c'est un autre débat. Ok, exactement. Alors, quels sont les premiers axes de recherche et d'intervention? Alors, nous, à Itumo, nous avons un concept un peu particulier, le concept des observatoires. Les observatoires, c'est ce que nous appelons un mirador intellectuel, où nous avons défini déjà, je crois, 6, 7 ou 8 observatoires thématiques sur lesquels des chercheurs travaillent au jour le jour. L'idée, c'est d'identifier donc certains thèmes, certains sujets sur lesquels les institutions, les États se sont engagés, ont pris des engagements, et nous, de façon très neutre, de façon, c'est juste un travail intellectuel, un travail de recherche. Nous essayons de voir quelles sont les actions, les initiatives qui ont été prises en vertu de ces engagements-là. Et les observatoires, ce n'est pas nécessairement pour faire des recommandations. C'est juste des photographies qui ont été faites par rapport aux engagements qui ont été pris, et nous souhaitons les mettre à disposition des académies, des institutions, qu'elles soient nationales, régionales ou sous-régionales, pour leur faire voir la progression ou la régression des engagements qu'ils ont pris. Et donc, la décision leur appartiendra. Comment Itumo entend-il transformer les résultats de ces recherches et un impact réel sur les politiques et publiques et les propriétés? Moi, je crois que ça c'est une impression vraiment personnelle. Mais ça ne nous appartient pas vraiment, notamment au stade où nous en sommes avec tout. Encore une fois, nous n'avons pas un an de fonctionnement, et donc nous sommes encore en train de mettre en place un peu les destinations des produits, des productions que nous avons. Nous avons déjà énormément de produits. Pour 8 mois de fonctionnement, nous avons déjà énormément de production en réserve qui ont déjà été faites. Maintenant, l'utilisation, je crois que nous sommes satisfaits, je sais pas si le mot est bon, de produire et de mettre à disposition. Dans une deuxième étape, on va sans doute aller vers les décideurs pour leur
soumettre ça et leur expliquer ça, ce que nous voulons. La décision, l'impact ne nous appartient pas. Nous sommes, j'entends beaucoup, de plus en plus le concept de think and do think. Nous sommes think tank. Nous n'avons pas la prétention d'aller au-delà de ça pour faire imposer quoi que ce soit. Ce n'est pas vraiment notre intention. Et j'espère que nous allons rester dans cet état d'esprit. Super. Alors, nous sommes ici dans le cadre du lancement qui a eu lieu tout récemment, dans un spécial reportage. Nous trouvons avec vous en exclusivité interview. Alors, le lancement officiel a réuni d'éminentes personnalités nationales et internationales. Quelle signification accordez-vous à cette lancement? Alors, au-delà de la signification personnelle, puisque j'ai eu le grand honneur de pouvoir venir participer, mes anciens superviseurs au niveau des Nations Unies, au plus haut niveau des Nations Unies, ce sont les secrétaires généraux adjoints et des personnalités nationales aussi, et des anciens ministres qui étaient là. Au niveau de ça, je crois surtout que il y a, moi, je crois que ça m'a démontré un intérêt, un intérêt pour qu'on puisse faire de la recherche au Bénin, dans la sous-région, dans le continent. Un intérêt, surtout que, et ça c'est important, l'ITUMA c'est une institution vraiment non partisane. Nous ne nous occupons pas de politique partisane parce que personnellement je n'en vois pas l'intérêt. Et donc, ce sont des thématiques qui concernent vraiment le quotidien ou le futur. Et encore une fois, je répète que c'est vraiment pour les futures générations. Donc, cet intérêt-là, c'est tout ça que j'ai trouvé marquant et j'espère que ça va se maintenir. La présence de vos anciens collègues et responsables des Nations Unies vous a-t-elle particulièrement marqué? Ah oui, ça c'est très clair. Alors justement, c'est gentil de parler de mes anciens collègues parce que j'ai parlé seulement de mes superviseurs, mais mes anciens collègues sont venus de peu partout, d'Europe, de Dakar, Kinshasa, Banjul, je vais certainement, N'Djamena, je vais certainement oublier évidemment Addis Abeba et Bamako. Et ça m'a vraiment impressionné. Ça m'a vraiment impressionné. Ça en dit beaucoup sur la manière dont nous avons travaillé ensemble et au service des Nations Unies. Et pour la plupart d'entre eux en tant qu'Africains. Je crois que c'est très important. En un mot, l'Afrique était présente. L'Afrique il y avait d'autres parties du monde, mais l'Afrique était très, très, très représentée. Alors, quel message retenez-vous du panel de haut niveau consacré aux enjeux démographiques en Afrique? Oui, d'abord, merci encore une fois de reluxer un panel de haut niveau. C'était tous des secrétaires généraux adjoints des Nations Unies. Il y avait le haut commissaire adjoint du haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il y avait le représentant de la CEDEAO. C'était vraiment un panel de haut niveau qui était d'ailleurs modéré par Geneviève Dottinger, ancienne directrice déléguée de Radio France Internationale. Donc le niveau était élevé et je suis très content que la salle aussi ait répondu. C'était vraiment quelque chose de beau à voir, de substantiel. La substance justement était que c'est assez simple. On l'a d'ailleurs dit dans la déclaration. Nous serons 4 milliards. Pour l'instant, je crois que nous représentons 22% de la jeunesse du monde, donc de l'Afrique. Et en 2050, nous représenterons 40% de la jeunesse du monde. Et tout ça, c'est des atouts extraordinaires. Mais ça peut aussi être une malédiction. C'est ce qui a été dit de façon très très explicite pendant le panel, que il faut absolument faire attention. Il ne s'agit pas pour nous d'écouter des propos que je considère malveillants de certaines parties du monde qui voudraient d'une certaine façon castrer les Africains. C'est absolument malveillant. La réalité, c'est que l'Afrique peut se permettre sa démographie, et même sa démographie galopante, si l'éducation, l'institutionnalisation, la structure sont cohérentes avec les chiffres. C'est tout ce qu'il nous faut. Exactement. Alors, quel rôle des institutions comme la CEDEAO peuvent-ils jouer dans la promotion de la recherche et de la prospective à l'Afrique? Moi, je crois que la CEDEAO pourrait, par exemple, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais si la CEDEAO, moi, je crois qu'il y a un manque
Évidemment, on a dit qu'il faut beaucoup de think tank et de centres de recherche et de prospective. Il en faut beaucoup, beaucoup plus. Ouais. Mais moi, je pense plutôt à la formation. Moi, j'espère qu'un jour, là, plus tôt que tard, d'ailleurs, la CDAO mettrait en place des centres sous-régionaux ou au moins un centre régional de formation et d'apprentissage, parce que ça aussi, c'est de la recherche. Ouais. Et pour des métiers artisanaux et artistiques, pas forcément à haut degré d'intellectualisme, mais la CDAO pourrait s'occuper de ça. Nous, think tank, nous pouvons, enfin, si on en a la volonté, la détermination, nous pouvons nous débrouiller. Nous pouvons nous débrouiller. Mais la formation pour que la jeunesse dont on parle à tout bout de champ et qu'on ne cerne vraiment jamais puisse trouver de quoi avoir de la capacité. Je crois que c'est surtout ça. La CDAO pourrait faire quelque chose, c'est mettre en place des centres de formation artisanale et artistique. Intéressant. Je vais parler jeunesse, leadership et transmission. Quel héritage souhaitez-vous transmettre à la jeunesse africaine à travers l'étude? Oui, la jeunesse africaine, pour l'instant, et de plus en plus, est s'identifie à travers leurs frustrations, leur colère, etc., qui sont toutes justifiables. C'est évident. Parce que de plus en plus, c'est sur le marché du travail se déverse par millions, et puis il tourne un peu en rond. Donc, c'est absolument compréhensible. Mais le message, c'est que il faut pas attendre. Il faut pas attendre. Il faut faire quelque chose. Il faut commencer quelque chose, quel que ce soit. Et il y a toujours, lorsqu'on commence, vous voyez une montagne devant vous qu'il faut réduire en poussière. C'est impossible a priori. Mais il faut commencer déjà à gratter. Dès qu'on a commencé à gratter, on a déjà commencé à faire quelque chose. Alors, l'héritage, c'est leur dire que tout est possible. Tout est possible. Malheureusement, tout est possible dans le bien et dans le mal. Déjà, il faut avoir la détermination de faire quelque chose. Et en tout cas, nous, à tout le monde, je vous donne l'exemple du tout le monde, par exemple. Nous travaillons, nos chercheurs associés sont de jeunes gens. J'aurais pu travailler avec des chercheurs plus établis. Ça aurait même été plus facile pour moi. J'ai préféré travailler avec des gens beaucoup plus jeunes et faire cet acte de mentorat. Et je vois en quelques mois les résultats que j'obtiens. Et ça, c'est peut-être ma plus grande satisfaction du coup que nous avons commencé. Parfait, exact. Alors, dites-moi, l'Afrique de demain, comment imaginez-vous l'Afrique dans les 20 prochaines années? Oui, ça peut être terrifiant. Ça peut être terrifiant. Moi, je ne suis pas spécialement optimiste. C'est pour ça qu'il faut tirer la sonnette d'alarme en gardant les principes, parce que c'est tellement difficile pour nos gouvernements. C'est pas la peine non plus de jeter la pierre au gouvernement. C'est certainement très compliqué. Il y a une architecture historique qui est là depuis 500 ans, de laquelle nous n'arrivons pas à nous dépêtrer. Et c'est sans doute compliqué pour nos gouvernements. C'est sans doute pour ça que c'est tellement difficile qu'ils épousent l'architecture qui est là et qui ne fait pas bouger les choses. Donc, dans les 20 prochaines années, si nous arrivons à créer des systèmes éducatifs qui font du sens, qui sont en adéquation avec nous-mêmes, nous aurons décollé. Si nous ne faisons pas ça, je crois que nous sommes actuellement dans une pente qui n'est pas la bonne. Et moi, j'ai bien peur que la pente s'accentue, et je suis pas optimiste, mais on prie pour le mieux. Nous allons vers la fin. Quel message souhaitez-vous adresser aux dirigeants, partenaires au développement et citoyens africains? Je voudrais juste répéter ce que j'ai déjà dit dans notre conversation. Les Africains ont plus besoin de comprendre l'Afrique que de connaître le monde. Et aujourd'hui, plus nous allons à l'école, moins nous en savons sur nous-mêmes. C'est ça. Et ça, c'est le véritable danger. Super. Votre mot de conclusion pour les lecteurs et nos éditeurs du magazine Pan-African Corporate. D'abord, je veux saluer le magazine Pan-African Corporate parce que, hélas, il y a une presse abondante, mais elle n'est pas toujours orientée vers nous. Et de voir quelques semaines qu'on parle ensemble tout ce qui a été fait et tout ce qui est en train d'être fait et qui va être fait, je souhaite bon vent. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait. Il faut que nous fassions des choses qui soient orientées vers nous et qui nous apportent un bénéfice. Parce que le monde des médias, on sait comment il est dominé. S'il n'est pas impossible
que nous créons notre propre atmosphère en matière de médias. Et c'est ce que fait Pan-African Corporate, et je remercie beaucoup. Alors, tout ce que est-ce que je peux très très vite? Exactement. Tout ce que j'ai dit, Ouais. la raison pour laquelle OK. j'ai créé Itumo, Ouais. je l'ai expliqué ici dans cet ouvrage, L'Afrique Renégate, qui est Super. paru il y a un mois, Super. en français et en anglais, Renegade Africa. OK. L'Afrique Renégate, il suffira d'être africain. OK. On fait un gros plan. Ouais. Oui, avec plaisir. Je suis en train de... Donc, Là, c'est en français. en français, voici la L'Afrique, version anglaise. Renegade. Il suffira d'être quoi? Il suffira d'être africain. Voilà. Il suffira d'être africain pour s'en sortir un jour. L'auteur et conférencier Mojib Dinadou. OK. Et il y a l'anglais aussi. La version anglaise. La version anglaise. Renegade Africa. Renegade Africa. Voilà. Disponible sur Amazon. Hein. Super. Merci, docteur Mojib Dinadou, d'avoir été avec nous. Un échange très riche. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur cette émission de l'Afrique s'éveille, spéciale émission avec le lancement de Itumo, un nouvel institut pour les Africains. Merci.